Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up. Tous les shows de la WWE. Cette semaine, on se retrouve pour le monde merveilleux du show bleu. Oui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue dans Friday Night SmackDown, le 1173e du nom. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, Louisiane. USA au Smoothie King Center, voici un nom bien sympathique. Aux commentaires, Corey Graves et Michael Cole. Je n'ai pas trop l'info de l'absence de notre ami Pat McAfee, mais écoutez, on va faire avec notre bien connu Corey Graves. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre chasseuse des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour décortiquer, pour encenser, pour analyser ou pour mettre en PLS cet épisode du monde merveilleux du show bleu, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique lui aussi, of the day, puisque de cette review quasiment un siècle vous contemple, laissez-moi accueillir l'archange Géliel. Salut Géliel. Salut tonton, salut à tous, très content de revenir après une petite pause de review. On va s'attaquer à ce SmackDown et je suis très content parce que... Alors on va pas le dire. Attaquons la review de SmackDown. Alors on est donc à la Nouvelle-Orléans, on est dans l'avant-dernier SmackDown avant l'Elimination Chamber qui se déroulera le 19 février 2022 à Jeddah, Arabie Saoudite. La carte est pas encore full stack parce que y a 7 matchs annoncés. On sait que les shows dans la WWE en général c'est entre 9 et 11 matchs, voire 12 matchs. Donc il va y avoir encore du booking. On va en parler tout de suite avec ce Friday Night SmackDown. Ça va commencer d'ailleurs d'entrée avec un récap du show de la semaine dernière où Ronda Rousey avait annoncé qu'elle combattrait Charlotte Flair à WrestleMania. On se retrouve en direct dans l'aréna de la Nouvelle-Orléans avec Sonya Deville qui est sur le ring avec le bras en écharpe suite à l'attaque terrible de Ronda Rousey. Elle explique qu'elle a été attaquée par la semaine dernière justement par celle-ci. Elle dit que des gens comme Ronda ou comme Naomi ils pensent qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent ici et qu'il n'y a jamais de conséquences, mais elle est là justement pour expliquer qu'elle s'en fout de qui vous êtes, il y a des conséquences pour vos actions, et du coup elle explique qu'elle a demandé à la direction de la WWE que Ronda soit tout simplement condamnée à une amende de $100,000 ou voire même qu'elle soit suspendue indéfiniment. Bon, Sonia, pour 100 briques, t'as plus rien, quoi. Et avec effet immédiat. Le million. Oui, avec effet immédiat, effectivement. Là-dessus, il y a Adam Pearce qui arrive, qui nous dit que la direction a répondu à sa pétition et qu'il a reçu un email de Vince McMahon qui se déplace plus sur les shows. Là, même Austin Theory, il en a marre. Donc maintenant, il envoie des emails, le Vince. Et il est écrit que il a été porté à son attention, que vous avez pris les choses en main et abusé de votre pouvoir. Et donc, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'un officiel de la WWE abuse de son pouvoir. Donc, dorénavant, je vais exercer un peu du mien, comme si je ne l'exerçais jamais d'ailleurs. Donc votre demande d'amende et de suspension de Ronda refusée et de Ronda Rousey est refusée. Et quant au traitement inapproprié de Naomi, eh bien vous devrez faire face aux conséquences de vos actes. Vous ne devrez pas lever la main sur Naomi ce soir, en particulier en ce qui concerne le match de championnat qui va se dérouler face à Charlotte Flair. Et si vous désobéissez, votre travail sera sérieusement menacé. Alors voilà, le patron envoie un email au co-général manager des shows des weekly qui lui-même va lire l'email à l'autre co-général manager du show. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Là-dessus, il y a Naomi qui arrive sur le ring qui rigole quoi. Finalement, ce qui l'a fait marrer, c'est que Mr. McMahon a dit qu'elle pouvait pas poser la main sur elle, mais elle, du coup, elle peut ne pas se gêner, et donc Naomi va évidemment balancer une belle bonne tarte dans la gueule à Sonia, qui gira au sol telle une merdouze. Voilà, c'était l'opener de ce Friday Night SmackDown, et on continue sur la rivalité avec Sonya Deville, Naomi, et dorénavant finalement c'est ajouté à cela Charlotte, Ronda Rousey, Adam Pearce et même le patron Vince McMahon, mon Géliel. Ouais, tout à fait. Moi j'ai bien aimé. L'intro. Je trouve elle était assez pénible jusqu'à présent, Sonya Deville. Par contre, elle tient le rôle, elle tient son personnage et sa gimmick.
sur la durée. Donc finalement, moi ça me va parce que ça donne un peu de cohérence. Derrière, on voit bien là quand Adam Pearce arrive qu'il va se passer un truc quoi. Donc voilà, tout est remis à zéro. La punition, enfin la suspension de Ronda, plus derrière la partie pas le droit de toucher à Naomi. L'euro c'était original parce que on n'en a pas beaucoup des intros comme ça. On a souvent eu aussi, faut dire, la tête de la table sur les intros de SmackDown ces derniers temps, donc ça change un peu. Et puis l'angle, moi ça m'a plu. Voilà, Naomi qui vient effectivement parader un peu et mettre une grande torgnole à Sonya Deville. Ça m'a plu, ça lance le show, c'est très bien. Ça mange pas forcément beaucoup de pain, par contre ça fait un peu voilà fil rouge puisqu'on va retrouver Naomi un peu plus tard, donc ou fil bleu. En tout cas, moi ça m'a plu. Oui, ça va être tout au long du show finalement la rivalité qui va être mise en avant et qui va servir de fil bleu effectivement à tout cet épisode. Bon, moi je t'avoue que le fait que Adam Pearce qui vient pour déjuger Sonya Deville sur un truc qu'on voit arriver à des kilomètres, quoi. Enfin, je veux dire, faut avoir sa suspension consentie d'incrédulité très très haute pour croire une seule seconde que Ronda Rousey va être suspendue alors que la nénette fait péter tous les merchandising. Je pense pas que ça soit véritablement le moment. Donc, enfin. Tu vois, enfin, c'est quand même vachement difficile à avaler, quoi. Ça. Après, moi, finalement, c'est plutôt Naomi que j'ai aimé à la fin. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Là, elle arrive dans sa combi bleue là, et qui vient mettre Glow. voilà, une bonne vieille tarte à l'ancienne. Et tu vois, finalement, bah moi, ça me réconcilie plus finalement avec ce genre de segment que ce genre d'intervention que moi je trouve Je suis d'accord. pas spécialement utile. Et vraiment pour l'avaler, faut avoir 8 ans, quoi. Tu vois. Donc, c'est un peu compliqué quand même, quoi, ce genre de segment. Je les ai eus là pendant un petit moment, en ce qui me Ouais, concerne. ouais, ouais. On Et nous ça m'a prend pas dérangé. ça, c'est les moments où la WWE prend tellement pour des enfants que ça en devient un peu too much à mon goût, quoi. Mais bon, mais ça, c'est une habitude aussi avec les années. On a pris le pli. Allez, on arrive. Cette fois, on va parler un peu catch, parce que on va avoir un match tag team et c'est un rematch de la semaine dernière. Et on va en avoir encore deux, deux dans cet épisode. Donc là, ça sera les Los Lotarios qui vont affronter les New Day, donc Angel et Humberto qui vont affronter Biggie et Kofi Kingston. Donc dans un match de 10 minutes, presque étonné quasiment d'ailleurs par le temps donné à ces deux équipes. Avec les Mexicains beaucoup plus fourbes et beaucoup plus prêts à arriver à tous les moyens nécessaires pour réussir à gagner quoi. Ils auront un petit caméo avant de rentrer sur scène. Ils ont même droit à une kiss cam. T'as vu les Lotarios dorénavant Oui, quand ouais. il y a une femme d'ailleurs qui va se faire le plaisir de se faire embrasser sur chaque joue. La cloche va retentir. Biggie et Angel sont sur le ring. C'est Biggie qui va charger le premier. Du coup, grosse différence de gabarit entre les deux, mais Angel, lui, bah en fait finalement, il va faire pas mal de double team avec le Humberto et ils vont bien travailler tous les deux quoi. Donc du coup, ça va nous donner un match assez dense, assez intense, plutôt sympa, meilleur que celui de la semaine dernière, qui avait été un peu plus court encore, je crois qu'il avait été dans les 7 minutes ou quelque chose comme ça. Là, bon, il nous offre quelque chose de plus complet, ouais, un peu plus châtié, même Si. si on Ouais, peut ouais. pas. Ouais, 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 ouais. Et finalement, après moult assauts de parts et d'autres, on va essayer. Kofi va réussir à coincer Humberto pour lui coller un Trouble in Paradise. Angel va réussir à écarter en fait Kofi et va choper Angel. Alors il le chope avec un roll-up, oui, mais oui, oui c'est Oui. et donc le Coup de vieux. roll-up des familles d'Angel Garza pour le compte de 3. Victoire des Los Lotarios, première victoire un peu importante, j'ai envie de dire des Los Lotarios, puisque là face aux multiples champions du monde que sont les New Day. Et puis je sais pas ce que tu vas en penser, mon Géliel, mais c'est un peu l'officialisation aussi du retour définitif de Biggie dans la mid-card à travers la Tag Team Division. Je vais commencer tout de suite par ta dernière remarque. Dès l'intro, hein, on est revenu un an en arrière avec Biggie, Kofi. Alors il y avait pas Xavier Woods parce qu'il était avec sa couronne, mais globalement il est arrivé, il a repris les mêmes gimmicks, c'est reparti comme en 40. Et effectivement le run qu'il a eu, de la même manière que le run de Kofi s'était arrêté au bout Exactement. de 4 secondes après l'enchaînement de Brock Lesnar, le run de Biggie. On n'a pas eu l'impression qu'il avait l'intention de continuer, quoi.
Donc ils sont revenus en tag team, ça marche très bien, il n'y a pas à tortiller aussi. Peut-être que c'est aussi l'idée d'aller chercher un peu les Ouzo, peut-être. Alors pas forcément après le résultat du match de ce soir, mais en tout cas il y a peut-être aussi cette volonté-là. Par rapport aux Los Lostarios, je suis un peu embêté parce que ils ont un petit côté mexicain aérien, mais alors, enfin, je trouve qu'ils sont alors, ils exploitent pas beaucoup. Il y a eu à la fin quelques sauts qui étaient assez sympas. Sinon, ils sont quand même très, très, très costauds, assez beefy. Enfin, il y a de la viande, quoi, des deux, quoi. Que ce soit Angel ou Humberto. Et du coup, ça voltige pas beaucoup. Enfin, pas autant que, voilà, l'association pourrait le laisser penser, ou en tout cas, ce que je pourrais, moi, penser, quoi. Ceci dit, le match était relativement sympa. Effectivement, ils sont buildés avec un peu d'animation en dehors, là, avec les Lethal Lovers, Los Lotarios. Victoire à la fin un peu surprise, ça permettra de faire une belle la semaine prochaine ou un peu plus tard. Voire peut-être un match à Elimination Chambers. Voilà. Bon, c'est pas mauvais, mais ça raconte pas forcément grand-chose. Voilà, j'aimerais que ce soit un peu plus aérien pour la place mexicaine, un peu lucha, qui peuvent prendre peut-être pour d'autres. Parce que moi, je trouve quand même que ça manque un peu. Hein. Il y a à part Ricky la Belleville qui sautille dans tous les sens. Tous les autres, là, sont devenus très, très costauds et je trouve que ça sautille un peu moins. Voilà. Ouais, alors moi je suis un peu partagé en fait. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve que c'est très bien d'avoir donné la victoire aux Los Lotarios pour un peu les crédibiliser dans la Tag Team Division. Ils viennent de battre des multiples champions du monde. Ça c'est plutôt bien fait. Après, moi j'ai un peu peur qu'ils soient victimes du syndrome des équipes de Latinos ou de Mexicains à la WWE. Et il y en a une chier entre Primo et Pico, les Kalisto et Sin Cara. Bref, il y a eu souvent des équipes comme ça mexicaines qui n'ont pas du tout marché ou qui n'ont pas été, voilà, qui se sont contentés de la low mid-card et puis ça va pas beaucoup plus loin. Et puis j'ai le problème que D'accord. j'ai en fait avec ces deux-là, c'est que moi j'ai du mal à leur voir un avenir beaucoup beaucoup plus haut. Donc je suis plutôt pas mécontent de les voir obtenir une victoire comme ça, mais est-ce que ça va vraiment les emmener vers quelque chose? Ça, moi j'ai quelques doutes quand même. Donc, par contre, je pense qu'ils peuvent être utilisés peut-être dans des matchs à plusieurs, voilà, plusieurs équipes, par exemple, si vu qu'on arrive en vue de WrestleMania, souvent sur les tag teams, des fois, ça peut arriver que ça soit des matchs, des triples menaces, des fatal four way. Donc, c'est une équipe qui pourra être utilisée pour ça et franchement, j'ai du mal à voir beaucoup plus que ça, quoi. Et d'ailleurs, toi, avec le recul que enfin voilà, c'est ce que tu as commencé à dire. J'ai du mal à comprendre qu'ils aient pas réussi à maintenir sur la durée, quitte à les renouveler, hein, mais ce côté high flyer qui pourrait avoir une équipe d'high flyer permanente, quoi, en fait, alors qui tournerait, hein, comme on disait. Mais je sais pas ce qui fait que ça marche pas, quoi. Je sais pas, parce que moi j'apprécie beaucoup, hein, mais Je c'est sais que je sais pas, le je sais public pas. suit pas ou Ils ont je sais été pas. testés dans pas mal de sauces différentes, j'ai envie de dire. Et puis Angel, il a été à un moment dans un clan un peu marquant avec Zelina Vega et Andrade et tout ça. Mais bon, Ouais, 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 tout à les, fait. les aléas ont fait que tout ça est parti. Et puis finalement, bon, je sais pas. On verra un peu ce que l'avenir leur réserve aux deux Latinos, mais Ouais. moi je trouve qu'ils travaillent pas mal. En tout cas, moi j'ai trouvé le match plutôt agréable à suivre. Et j'espérais qu'ils allaient gagner et ils ont gagné. Donc j'espère que ça va être un vrai truc, un mini push, allez, un mini push pour les Los Lotarios, histoire de faire monter un peu la sauce dans la Tag Team Division bleue, qui me paraît plus faible que la Tag Team Division rouge, qui pète la santé en ce moment, quoi. Mm. Je suis Allez, d'accord. on continue, on va se retrouver backstage où les Viking Raiders seront interviewés par l'intervieweuse de service. Ils vont se faire attaquer, bien évidemment, par les Ouzo qui vont d'ailleurs en profiter pour leur piquer leur masque. On verra quelques images vite fait de la tête de la table en train de se faire poser le micro avec un Paul Heyman tout attentionné. Et on va y retrouver d'ailleurs Michael Cole qui va être en coulisses avec Roman Reigns et Paul Heyman. Cole va parler du retour de Goldberg de la semaine dernière. Va dire que Goldberg a gagné 173 matchs consécutifs. Oui, mon bon monsieur, mais ça, c'était il y a 75 ans. Roman lui dit que s'il était à la WCW, il y serait encore à y gagner, quoi. Et
Cole va un peu chercher la petite bête, va dire que Goldberg il a battu Brock Lesnar en 86 secondes au Survivor Series il y a quelques années, je crois que c'est en 2016. Donc Roman ça va le faire rigoler, il va dire tout ça encore une fois, c'est de la vieille histoire. Il se demande s'il y a quelqu'un qui se soucie de lui quoi. Et Eman il dit que non, il se soucie pas de lui quoi. Roman il dit que Goldberg il a été 2 fois champion universel, mais que personne s'en soucie parce que maintenant il est là. C'est lui le plus grand champion universel de tous les temps. Cole, il dit, bah voilà, ce match il était censé se produire il y a 2 ans, donc du coup il y a une pression encore supplémentaire. Bah pour Roman, pour lui toute la pression est sur Goldberg. Il y a 2 ans, Goldberg il avait peut-être encore une chance, mais maintenant tout est différent. Le monde a changé, il est devenu le chef de la tribu, il est intouchable, il est the greatest ever. Et il va écraser Goldberg, il va faire à Goldberg ce que veut lui Goldberg. Et finalement, il fait quoi? Oui, il claque des doigts et il explique alors. Eman explique alors, il dit que on est sur le point d'entendre que ce qui n'est pas une prédiction, mais bien un spoiler. Roman, voilà, il dit quoi? Je sais plus en anglais. Tu te souviens de comment il le dit en anglais exactement? Mais voilà, il termine sa promo. Goldberg. Ah oui, il va le Goldberger Goldberg. Voilà, voilà, exactement. Voilà, avec toute l'intonation de la tête de la table. Et franchement, quand il dit ça, bah moi je le crois sur parole. Et et voilà, donc, je m'arrête sur cette petite promo de la tête de la table quand même. On respecte quand même la hiérarchie, mon bon Géliel. Donc Roman Reigns t'apparaît toujours invincible. Il est à 532 jours de règne, je crois. Oui, et puis c'est pas une interview comme ça sans interaction qui va changer quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu dommage, sans spoiler justement la suite, qu'il n'y ait pas de contact, qu'il n'y ait pas d'interaction. Hein. On sent que ça aurait pu être que ça d'ailleurs été enregistré un peu n'importe quand. Voilà. Bon, est-ce qu'il y avait besoin? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait pas monter particulièrement la sauce. Je sais pas si c'est vraiment finalement le désaveu que, à part au moment du match, Goldberg est finalement plus si dangereux que ça ou ne représente finalement plus tant de, je sais pas, de risque ou je sais pas, de violence que ça. Je sais pas. En tout cas, là, c'était très mauvais. Et en plus, c'est très mauvais dans le sens où ça bulle que dalle, et puis ça donne pas forcément envie d'un peu plus, quoi. Et en plus, Roman Reigns a raison du début à la fin. Effectivement, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça va peut-être valoir le coup. Là, maintenant, au point où il en est avec. Attends, c'est pire que ça. C'est pire que ça. La série, la streak dont parle Cole, elle a plus de 20 ans, quoi, tu vois. Oui, et en plus, il fait bien de lui dire. Hein. Il lui dit, c'était bien, d'accord, c'est très bien. S'il y avait encore la WWE. Ok, boomer. Ok, pas de problème. Voilà, ok, qui continue, mais qui a rien à voir. Il a bien raison. Donc voilà, j'ai pas été vraiment fan du segment, à part Roman Reigns qui fout de sa gueule, et puis derrière Eman qui ricane et qui rit sous cap comme un petit génie malfaisant. Donc voilà, c'était assez le seul truc sympa. Le reste, j'ai trouvé ça très dispensable, et puis surtout l'absence d'interaction physique. Voilà, ça m'a fait oublier le segment aussitôt qu'il a été terminé. Allez, on continue, on va avoir un match. Alors, à nouveau, un rematch, hein, un match qu'on a eu même là plusieurs fois, là, parce que ça fait déjà un mois en fait que ça dure, puisqu'on va avoir Natalia versus Lia. On est quasiment dans les mêmes critères que les dernières semaines, puisque ça va être un match qui va durer 2 minutes 40. Natalia va commencer avec une prise de tête. Lia va contrer, va balancer un head scissor des familles pour s'en sortir. Finalement, plaquage de Natalia. Elle va tenter un premier near fall. Là-dessus, Aliyah va réussir à tenter une corde à linge quand même. La jeunette, elle y arrive un peu avec le vétéran à avoir quelques coups. Finalement, ça va de plus en plus mal se passer pour Aliyah parce qu'elle va encaisser consécutivement. Elle va un super kick au visage. Elle va se prendre un Michinoku driver. Elle va réussir à s'en sortir. Elle va même venir nous faire une petite test press. Moi, j'aime bien que les petits gabarits comme ça, c'est assez marrant, quoi, qui te font une test press. Tu te dis, mais elle est où la puissance? Et alors, un truc, alors moi j'apprécie parce qu'il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui le font beaucoup cette prise, c'est que elle nous a fait un espèce de bulldog modifié à l'IA pour après enchaîner sur un espèce de sharpshooter, pas de sharpshooter, pardon,
comment on pourrait dire, un Boston demi-crabe. Single leg crab. Un single leg crab. Et du coup, j'ai trouvé que tout son enchaînement était plutôt pas mal. Bon, bah, c'est 2 minutes 40 du coup. C'était le seul du match. Voilà, exactement. Et finalement, Natalya va sortir le sharpshooter, pour la soumission, quoi. Et victoire de Natalya sur Aliyah. Là-dessus, il y a Xayali qui va apparaître du diable Vauvert et qui va se mettre à attaquer Natalya. Alors annoncé à grands cris par Corey Graves et par Michael Cole comme The Protector. Mais pour l'instant, The Protector, elle se contente juste d'un truc, c'est à chaque fois débarquer comme ça. Elle met en général un coup de pied, un coup de genou, quelques autres coups de pied, et puis la heal du moment s'en va, et puis ça s'arrête là-dessus. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on pourra retenir là-dedans, c'est la victoire de Natalya, énième victoire de Natalya face à Aliyah. Mon bon Géliel. La mid-card féminine, hein, la low mid-card féminine. Ah, la Lolo, hein. Ah, une catastrophe. Franchement, une catastrophe. Ah, j'ai trouvé ça mauvais. Et tout le début là où elles font des roulades avant, ça m'a rappelé le bahut il manquait plus que les tapis bleus qui puent la chaussette, mais on y était quasiment. C'est vrai, ouais. Franchement, affreux. Ça m'a aussi fait penser aux petites annonces d'Eli là quand il y avait le couple hey gymnastique là. Ah, c'était affreux. Et puis ça a botché dans tous les sens. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un truc qui allait, quoi. Effectivement, à la fin, son espèce de petit mouvement de crabe, ok. Après un sharpshooter, mais qu'on voyait arriver, alors pas 10 minutes avant parce qu'il n'y a pas eu 10 minutes de match, mais largement 2 minutes 30 avant. Et puis en plus, l'autre idiote d'Aliyah qui met la main sur la corde, mais on peut pas, il n'y a pas de disqualification sur la corde. Il peut pas y en avoir dans le match parce qu'il y avait une petite stimulation, justement, c'était un dungeon steel match, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il pouvait pas y avoir de disqualification, donc ça servait à rien qu'elle mette sa main sur la corde. Enfin voilà, minable. Et puis alors l'arrivée de Xia, il manquait plus que la cape et puis son cheval. Mais non, vraiment du début à la fin, non. Vraiment. Et même 2 minutes 30, j'ai trouvé ça bien trop long et j'ai bien senti que ça commençait à attaquer des minutes de ma vie précieuses. Et j'aurais voulu accélérer. Je ne l'ai pas fait par respect pour Vince, mais quand même. Non, inutile, mauvais. Ouais, et puis en plus ça traîne en longueur, on ne s'en sort plus de ces rivalités, on sait même pas où ça peut aller puisque ni Natalya ni Aliyah prétendent à quelques titres que ce soit. Alors ça se trouve on va les mettre par équipe. Souvent quand on n'arrive plus à terminer une feud, on les colle par équipe. En ce moment Natalya est toute seule, ça tombe bien parce que Natalya elle en aura quelques-unes des coéquipières. Donc m'étonnerait pas que ça se termine avec une réconciliation générale et que tout le monde se fasse des bisous et puis finalement elles atterrissent dans la Tag Team Division. Mais qu'ils les mettent où ils veulent, c'est pas le souci, mais pas à l'antenne. C'est le seul truc. Voilà. Écoutez les amis, c'est parti, hein. Allez, on continue. Segment Sami Zayn. On va avoir droit à un Insane Show de notre ami Sami Zayn. Alors le Sami Zayn, si vous avez suivi un peu nos derniers épisodes, il est à la pourchasse de la. Ah tiens, attendez, avant d'aller à Sami Zayn, il y avait un petit segment dont je voulais parler quand même parce qu'il y a le Black non, le Black History Month en ce moment aux États-Unis. Ah oui. Et du coup, j'ai trouvé que SmackDown avait mis un très beau clip. Alors évidemment, consacré au père de The Rock, donc ils n'ont pas choisi n'importe qui pour illustrer le Black History Month. Mais en tout cas, le clip est très bien foutu et très chouette sur la vie et l'œuvre de Rocky Johnson. Et donc si vous savez pas qui a été vraiment le père de The Rock, je vous conseille de regarder ce petit clip, ça dure pas très longtemps et c'est très instructif. Allez, on revient sur Sami Zayn. Alors oui, Sami Zayn, tu l'avais dit en préambule, il est toujours dans l'affaire avec Johnny Knoxville. Il a un t-shirt de contrebande Sami Zayn Forever qui plagia le fameux Jackass Forever. Sami Zayn rentre à la fois en fait sous la bronca et en même temps sous la pop quand même quoi, parce que les gens ils l'aiment bien quand même le Sami Zayn. Et donc c'est un peu compliqué pour le public, on ressent parfois, en tout cas pour le public de la Nouvelle-Orléans. Il est installé sur le ring tranquille, il a une petite install là avec la totale, petit micro comme il faut, un petit micro comme dans le studio de Catch Up. Et on revoit les images avec Johnny Knoxville qui est à la WWE un peu plus tôt et qui va venir taguer comme un salaud un beau poster de Sami Zayn en écrivant tout simplement loser sur l'affiche quoi. Donc sacrilège de la part de Johnny Knoxville, mais Sami Zayn il va le prendre de manière
plutôt zen finalement. Il nous explique que bon bah ok bon finalement il est pas digne tout ça Knoxville il a passé trop de temps à essayer d'entrer dans la tête de Sami Zayn et maintenant ça marche plus. Il a décidé de se concentrer sur la tâche la principale à accomplir, c'est tout simplement de regagner le championnat intercontinental. Et alors là, que le peuple de catch-up, vous vous doutez bien que tous les chroniqueurs de catch-up, en entendant Sami Zayn prononcer cette phrase, lui ont dit merci Sami. Parce que Vas-y, Sami. Ça fait voilà, ça fait depuis quasiment un an bien maintenant qu'on attend qu'il se passe quelque chose avec le titre intercontinental et enfin Sami il s'y met. Il explique que là Nakamura ça fait plus de 6 semaines qu'il l'évite, que Knoxville est venu foutre sa merde en plus dans l'histoire. Donc là la semaine prochaine c'est terminé, c'est réglé. La semaine prochaine il s'affronte en match de championnat et il va récupérer son titre IC. Alors il soupçonne un Nakamura d'avoir secrètement travaillé avec Knoxville pour essayer de le distraire. Nakamura va arriver dans l'Inzane Show. Alors bon, écoutez, une fois à l'entrée, Nakamura va pas dire grand-chose, comme souvent sur le ring. Il va juste intervenir pour une phrase ou deux. Il va expliquer que il va demander à Zayn en fait s'il a regardé le film qu'ils font en ce moment là, ça s'appelle Jackass Defeated. Zayn va plutôt rigoler, va dire qu'il a du respect pour Nakamura, mais qu'il est passé d'un libérateur à un espèce de gorille rasé, accompagné d'un gorille rasé avec une guitare. Il va dire à Books qu'il peut soulever tous les poids du monde, ça suffira pas. Books va vouloir lui dire de se taire, il va attraper le micro. Et là, Boogs, en attrapant le micro qui est sur la table, il va se faire électrocuter, il va se faire taser, apparemment ça devait être un taser le micro, et Zayn va démonter Nakamura tranquillement via un Eluva Kick, tranquille, des familles. Là, l'excellente nouvelle de tout ce segment, c'est que au-delà du fait que Shinsuke Nakamura se soit fait démolir au coin du turnbuckle, eh ben écoutez les amis, la semaine prochaine, SmackDown, Shinsuke Nakamura versus Sami Zayn, championnat intercontinental en jeu. Géliel, j'espère que tu es satisfait. Ah parce qu'on n'y croyait plus en fait, pour être clair. Après le segment, effectivement, je pense qu'il aurait pu se réduire parce qu'il y a pas mal de choses. Alors il y avait toute la partie, du coup on sait plus trop si ça a du sens là avec Johnny Knoxville qui s'occupe des t-shirts Sami Zayn là, dans la boutique là. Effectivement. Donc enfin, ils auraient pu faire beaucoup plus court, quoi, parce que le fait que l'autre s'électrocute, c'était quand même très mal fait, on va le dire. Après, ce pauvre. Alors, moi, ce que c'est un peu décousu. Néanmoins, j'ai trouvé ça formidable que Shinsuke Nakamura nous gratifie de quelques mots d'anglais, moi qui pensais qu'il avait toujours pas appris depuis le temps. Donc mauvaise langue que je suis. Et puis derrière, mal fait, mais en tout cas, retenons que l'essentiel, à savoir effectivement. Normalement, il y a remise du titre en jeu et sauf tremblement de terre de dernière minute, enfin en tout cas on le veut pas, ça c'est sûr. Il pourrait y avoir un changement de ceinture dès la semaine prochaine sur ce titre-là. Donc vraiment la joie m'étreint, la joie m'étreint. Pas sur le segment, mais bien sur la perspective. En tout cas, c'est exactement comme toi, c'est bien la perspective qui m'enchante. Le segment en lui-même est largement oubliable, mais c'est vraiment la perspective qui m'enchante parce que déjà on attend qu'il y ait de la compétition dans la picture intercontinentale avant toute chose, ce qui n'existe plus. Donc enfin, ça y est, ça reprend. Alors je sais pas s'il y aura changement de titre ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis juste étonné d'une seule chose, c'est que Sheamus avait annoncé à Corps et à Cri, depuis plusieurs semaines là qu'il voulait revenir dans le titre intercontinental, que c'était une ceinture qu'il avait jamais eue, qu'il voulait redonner du prestige, machin, etc. Et en fait, il a pas du tout apparu dans ces segments, il est pas du tout impliqué. Donc visiblement, Sheamus a été écarté des plans du côté du titre IC. En tout cas, à SmackDown, ceux qui ont toujours des plans et qui ont des plans toutes les semaines, mon Géliel, c'est Happy Corbin et Madcap Moss. Qui vont être comme à leur habitude sur le ring et on va avoir droit à un match Happy Corbin qui va affronter Cesaro. C'est le retour du Swiss Cyborg qui vient affronter le
Happy Corbin, mais alors vraiment très Happy Corbin. Je sais pas, il y avait eu, je me souviens même plus. Non, il y a pas de segment avant. Il y a pas trop. En fait, on les retrouve directement sur le ring. On a juste un petit récap de ce qui se passait avec Drew McIntyre et on retrouve directement Happy Corbin sur le ring et qui va affronter Cesaro dans un match qui va être assez vite expédié, qui va durer moins de 4 minutes. Et alors, on sent que Happy Corbin est très très fort puisque Happy Corbin va dominer d'entrée, va poser plusieurs mains droites, va envoyer une souplesse. Ensuite, ça va être une série de coups de coude. Cesaro va réussir à s'en sortir, mais Corbin va le renvoyer dans les cordes, va lui coller un deep six, va tenter un premier near fall. Cesaro réussit à s'en sortir. Corbin, il place Cesaro sur la corde supérieure, mais Cesaro arrive à lui coller une main droite pour réussir à monter sur la seconde corde et placer une belle jumping suplex d'ailleurs. Ensuite, derrière, il met un uppercut qui envoie Corbin à l'extérieur du ring. Cesaro, il va projeter Corbin contre la barrière d'insécurité et puis finalement avec un uppercut, il va renvoyer Corbin sur le ring. Là-dessus, on se dit que Cesaro, il est en train de plier le match. Il porte un deuxième uppercut entre les cordes. Il va tenter pour couvrir 1, 2. Near fall, Corbin réussit à s'en sortir à nouveau. Là-dessus, Cesaro va tenter le neutralizer pour définitivement en terminer avec le Happy C. Et pas de chance, Corbin va lui porter un gros coup de coude, courir dans les cordes, mettre une grosse corde à linge dans la face. End of days, 1, 2, 3, victoire de Happy Corbin. Notre ami suisse, c'était pas sa soirée et Happy Corbin redevient fort, mon Géliel. Ouais, je suis un peu. J'ai toujours une sensibilité, et une petite affection pour Cesaro, donc chaque fois que je le vois perdre, et en plus contre Corbin, ça m'attriste un peu, mais au moins faut quand même reconnaître que c'est lui qui a la dynamique en ce moment. Alors avec Madcap Moss, on parlait tout à l'heure de Tag Team Division avec à reconstruire peut-être côté bleu, même si on a vu Madcap Moss faire des matchs tout seul dernièrement. Je sais pas où ça nous emmène. Le match était pas mauvais, mais ça me fait un peu de peine de voir Cesaro worker à ce point pour ce pénible Baron Corbin, Happy Baron Corbin. Voilà. Pas grand chose à dire, si ce n'est que le End of Days est vraiment létal en ce moment, quoi. Ah complètement, ouais, Happy Corbin là, et ils sont en train de le mettre sur une streak de victoire là, donc écoute, après quand on sait que le match est pas terrible, à partir du moment où quand je te fais le play-by-play et que je te donne absolument tous les coups qui ont été donnés, sans en oublier un seul, c'est vraiment que le match a été très très court et que Ouais. Donc voilà, donc écoute, c'était pas fantastique. Il y aura un dernier segment concernant Madcap Moss qu'on va retrouver, qui va être avec à l'infirmerie de la WWE. Il a un gros cocard, il explique qu'il a beaucoup de mal à voir, qu'il voit des taches sombres et tout, et qu'il pense qu'il faudrait annuler son match contre Drew McIntyre à Elimination Chamber. Alors le médecin, il lui dit mais essayez d'ouvrir votre œil droit, etc. Et dites-moi ce que vous voyez. Et là il y a l'épée de Drew McIntyre qui est juste devant son œil, quoi. Et il dit effectivement qu'il voit une épée. Et donc McIntyre lui dit que sa vision elle est bonne, quoi, et donc il peut dire au médecin que c'est ok et qu'il pourra donc bien participer au match de Elimination Chamber. Alors là c'est vraiment un match, mon Géliel, on est dans du remplissage de cartes là. Oui, et encore on n'est pas plein, donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore plus quelque chose derrière qui nous tomberait dessus, quoi. Voilà. Donc je sais pas. Ouais, non, c'est pas terminé puisqu'il reste quand même les deux Go Home Show. Alors même si le SmackDown a été enregistré, mais le Raw se passe dans les conditions habituelles. Mais donc de toute façon, je pense qu'il va y avoir encore du booking sur les deux prochains shows. Donc il faudra pas rater les Go Home Show. Vous connaissez la Team Catch-Up, on les ratera pas de toute façon et on vous relatera ça dès que ça sortira. Sachant que c'est une bonne nouvelle aussi, mon bon Géliel, c'est que quand même pour une deuxième fois là depuis le début de l'année 2022, on va avoir un pay-per-view qui va se dérouler un samedi soir. Ça, c'est très, très bien même. Très, très bien. Ça permet d'envisager certains lives et puis en plus, ça permet d'apprécier au bon moment. Pour le coup, il sera live puisque là, il commence à 18h le pré-show, je crois. Et donc pour ceux qui veulent vraiment le regarder en direct le samedi, ça sera complètement possible. Donc ça sera parti pour l'Elimination Chamber. Alors, effectivement. Je pense que c'est à peu près ça les horaires, mais il faudra regarder, quoi. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura au moins 1 heure de pré-show. Il y a toujours 1 heure de pré-show, donc il y aura peut-être d'ailleurs un match dans le pré-show, qui sait. Donc c'est pour ça qu'il y a encore du booking qui va arriver. Allez, on n'a pas fini, mes amis, peuple de catch-up, avec ce SmackDown. On va avoir une interview avec Goldberg.
qui se retrouve Goldberg. avec Very Goldberg. Donc petite vignette pour nous rappeler qu'il va affronter Roman Reigns à Elimination Chamber. Goldberg is back et il est avec son poteau, hein, vraiment c'est son poteau, hein, Michael Cole. Hein. D'ailleurs, il dit à Michael Cole qu'il l'aime comme un frère, quoi. Hein. C'est. Alors Michael Cole, il dit qu'il y a peu de gens qui ont accompli ce qu'il a fait, mais qui pensent quand même que ça pourrait être un retour de trop. Ah bon? Alors Goldberg, le problème c'est qu'au fil des ans, il explique qu'il a écouté certaines de toutes ces personnes qui disaient ça, quoi. Mais finalement, il a réalisé que il se souciait pas de ce que les autres pensaient. Les comebacks, lui, il continuera, il va rester. Et ça va être éternel. Alors, quand il a dit ça, moi je me suis enfoncé 300 cm dans mon fauteuil. Ça, éternel. Non, pas éternel. Alors Michael Cole, il lui rappelle que ce match était censé y avoir lieu il y a 2 ans, qu'il a finalement, ça a été annulé. Il a rencontré Strowman, hein, à l'époque. Hein. Il s'est fait déboîter par Strowman, hein, d'ailleurs. On n'en parle pas, hein, de ça. Hein. On l'a bien mis au fond du tapis. Goldberg, il explique que Roman, il peut très bien s'appeler chef de la tribune, la tête de la table, tout ce qu'il voudra. Mais lui, il est toujours le même Goldberg et il va avoir ce qu'il mérite, c'est-à-dire le titre. Voilà, c'est comme ça depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Les choses finalement ne changent pas avec notre ami Bilou. Cole, quand même, il mentionne que Roman, il va faire en sorte que acknowledge him, quoi. Hein. Et qu'en général, quand il fait ça, ça chie, quoi. Donc, et Goldberg là-dessus, il lui répond que ouais, non, mais moi j'ai déjà acknowledge, mais à Elimination Chamber, je vais faire en sorte que ce soit Roman qui m'acknowledge et ça sera moi qui défendrai le championnat universel contre Brock Lesnar à WrestleMania. Voilà, bon, écoute, Bilou, il est plein d'espoir, mon Géliel. Bilou, il est à peine plus âgé que nous deux. Réunis. Réunis. Est-ce que tu crois que Bilou, il va s'en sortir? Ah, mais pas une seule seconde, qu'on soit clair. Ah non, c'est pas possible. C'est impossible. Même en mettant de côté, en étant très, 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 très. Alors, tu parlais de suspension d'incrédulité tout à l'heure, même en étant très, très suspendu, hein, même pendu, voire perché en tout cas. Non, à aucun moment c'est envisageable pour la santé mentale de tout le monde, hein, surtout. En plus, même pas pour la santé physique de Goldberg, mais en tout cas, non. Je pense que c'est un truc intermédiaire qui vient à nouveau essayer de remettre tout le monde d'équerre par rapport à ce qui avait été prévu pour Day One, qui n'avait pas pu se passer, etc., etc. Et donc on est dans le comblement, voilà, le comblement avec Papy Goldberg qui a été rappelé, pas encore d'entre les morts, mais en tout cas pas loin. Et voilà. Donc non, je n'y crois pas une seule seconde. Bon, ouais, on vérifiera ça, peuple de catch-up. Dans l'épisode des pronostics pour l'Elimination Chamber, ça va être assez intéressant de voir un peu à l'image par exemple d'un Becky Lynch Doudrop pour le Royal Rumble qui avait été donné 100% gagnant à Becky par tout le peuple de catch-up. Donc écoutez, on verra la suite. Allez, on en a fini avec cette interview avec le retraité ou plutôt le vétéran part-timer. Là, c'est parti. Cette fois, ce qui a été annoncé avec grandiloquence, j'ai envie de dire, dans cet opener, et c'est parti, c'est le main event de ce SmackDown, et c'est tout simplement Charlotte Flair qui affronte Naomi pour le Women's SmackDown Championship. Et là, écoutez, ils vont pas se foutre de notre gueule à la WWE puisque de mémoire, alors peuple de catch-up, ça va être un fact-checking très intéressant parce que moi, si quelqu'un arrive à me ressortir un match où Naomi a catché pendant 20 minutes. Et alors Charlotte Flair, il y a no Susai, hein. Charlotte Flair, c'est quasiment pour elle, c'est business as usual. Hein. Mais là, on a eu droit à un Charlotte Flair versus Naomi de 20 minutes et un gros match quoi, où ça a pas rigolé quoi, où Naomi a eu toutes ses chances au fur et à mesure, tellement toutes ses chances qu'on en est même arrivé à un moment à se dire que là c'était un truc de fou quoi, que Naomi elle était dans la forme de sa vie et que peut-être ce soir il allait se passer un truc incroyable. Peut-être que la WWE avait prévu un booking top surprise et tout
tout va y passer, qu'elle sorte du ring, qu'elle revienne sur le ring. On va avoir même droit à un magnifique blockbuster. C'était un truc de fou de la part de Naomi qui va avoir droit à un gros near fall là-dessus avec une grosse réaction de la foule. Flair là-dessus va en profiter pour rouler à l'extérieur du ring. Naomi va la rattraper. Flair va la projeter sur les marches du ring. Là-dessus, Naomi elle va donner des coups de pied sur les côtés pour essayer de s'en sortir. Elle va remonter Flair sur le ring. Elle va remettre un super kick. À nouveau un near fall. Naomi va la remonter. Va lui coller un bulldog. Monter sur la corde du haut et tenter un dive. Mais Flair va réussir à contrer. Elle va choper Naomi et va lui coller une grosse power bomb des familles, quoi. Franchement, on est à ce moment-là du match. Je me dis, ah ouais, on arrive, on est sur la fin. Ouais, c'est déjà, je me dis, waouh, le match est de belle qualité. Mais en fait, sur le timing, on en est qu'à 10-11 minutes de match à ce moment-là, au moment de la grosse powerbomb de Charlotte Flair, tu vois, Géliel. Ouais. Donc, ouais. putain, là, je me dis, putain, mais c'est un truc de fou, il est en train de se passer quoi, là? Et le match continue, va y avoir plusieurs tentatives. Naomi va réussir à mettre son finisher pour un near fall, mais ça va pas marcher. Après Naomi va tenter un moonsault, Flair va le contrer avec ses genoux. Finalement esquive, Naomi va esquiver une main droite et va réussir à coller un full Nelson slap de fort belle facture. Tentative de near fall, le public de New Orleans est debout et Tonton et Géliel sont debout, mais Flair kick out. Là-dessus, Naomi va nous faire derrière, mais c'est un truc de fou. Que je refais, rien qu'en faisant reflet en play-by-play, je me dis, mais c'est pas possible, il s'est pas passé tout ça. Mais si, il s'est passé tout ça. Et finalement, Charlotte Flair va rouler sur le tablier du ring. Naomi va l'attraper. Flair, elle va essayer de l'accrocher en faisant une soumission. Ça va pas marcher. Finalement, elle va tenter une big boot. Naomi va esquiver, va lui mettre des coups de poing. Finalement, elle va mettre un super kick sur le côté de la tête, tenter le rear view, mais Flair, à ce moment-là, esquive et la contre avec un natural selection qui là va être létal. 1, 2, 3, victoire de Charlotte Flair au bout de 20 minutes de match. Là-dessus, Sonya Deville débarque sur le ring après le match, mais Naomi continue à se défendre. Elle assène des droites à Sonya. Flair va arriver par derrière et va lui coller un nouveau big boot comme si elle en avait déjà pas eu assez comme ça. Sonya va en profiter pour piétiner Naomi et là, qui débarque, Ronda Rousey sur le ring, en cavalant, elle débarque, elle met des coups de pied à Sonya, elle met des droites à Charlotte qui, elle, hop, glisse à l'extérieur et s'envoie vite fait. Ronda va attraper le bras de Sonya. Alors après la mise au pilori de Naomi, la mise à l'amende de Ronda, et ben c'est Sonya qui est balancée au rebut, mais quand même elle va être sauvée parce que Flair va venir la traîner à l'extérieur alors que Ronda et Naomi sont debout sur le ring et célèbrent en tant que les babyface de la soirée. Mais le titre reste autour des hanches de Charlotte Flair. La championne reste championne au bout d'un gros main event de Friday Night SmackDown, mon Géliel. Super match. Alors là, vraiment. Et au fur et à mesure que le match avançait, je me disais, putain, mais c'est pas possible qu'ils essayent de nous amener des trucs pénibles avec du Alia, Natalia et compagnie insupportables et puis mauvais, alors qu'il y a quand même des workers, des vraies catcheuses qui ont du catch, qui puent le catch et qui méritent quoi. Naomi, elle a passé plus de temps backstage à pleurer pour un match sur les 6 derniers mois. Là, quand on voit ce qu'elle fait sur l'ensemble du match, enfin, il y a rien acheté quoi. Il y a rien acheté, il y a pas un truc raté, il y a des trucs de fou, ça part dans tous les sens, il y a quand même une vraie belle alchimie avec Flair. En plus, ils ont continué à raconter des trucs. Flair, elle est quand même restée dans son rôle heel où elle se barre du ring, elle pour reprendre son souffle. Il y a Naomi qui va la chercher, le public était à fond dedans, hein. On a eu des ciseaux sommes en veux-tu en voilà. Ouais, carrément. Parce que ça l'était, en fait, tout simplement. Ah mais au bout de 15 minutes, de toute façon, le public a chanté This is awesome quasiment, tu vois, ça partait de partout dans l'arena. Il y a plusieurs near fall où ça saute dans tous les sens, le public est debout et tout. Enfin vraiment, il y avait une ambiance de feu en plus. Donc c'est ça qui était agréable, Ouais. quoi. C'était vraiment Graves et Cole étaient à fond. Enfin bref, là on est vraiment sur un beau main event de catch comme on aime. Et grosse performance de Naomi. Enfin moi comme tu l'as dit, ça fait 6 mois qu'elle réclame des matchs, etc. Bah quand on voit qu'elle est capable de sortir un match de 20 minutes comme ça, bah oui effectivement donnez-lui plus souvent des matchs à Naomi. C'est une former championne et elle montre qu'elle est une main event. Oui.
Et exactement. Et puis bah, on lui file 2 mois de titre, voilà, ça avance, ça fait plaisir à tout le monde et plutôt que de builder soit toujours les mêmes, soit être toujours, toujours Charlotte, etc. On peut trouver 2 mois entre 2 pay-per-view ou entre 3 pay-per-view où il peut y avoir des histoires comme ça qui feraient, qui feraient plaisir à tout le monde d'un point de vue histoire et qui en plus dans le ring, enfin là elle le fait contre Flair, mais il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pas contre quelqu'un d'autre. Naomi, quoi, c'est une vétéran, elle sait catcher, elle a en plus un physique qui reste quand même excellent, quoi. Elle a une shape assez folle. Non, faut capitaliser sur ce genre de choses, surtout que ça marche, quoi. Alors peut-être que si on la voyait toutes les semaines, ce serait un peu compliqué. On voit bien qu'au micro, c'est pas tout à fait pareil, d'accord. Mais je pense que sur des segments un peu plus courts, sur des choses plus dynamiques en l'occurrence, des espèces de fulgurances pour 4, 5, 6 matchs, pour gagner quelque chose et puis après passer à autre chose. Ça doit pouvoir le faire. Et en plus, enfin, moi, ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est du vrai bon catch, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de botch, il n'y a pas de machin raté, il n'y a pas comment ça s'appelle, la GRS avec le twirling bâton, là, comme on a vu avec Alia. Enfin, franchement, voilà, c'est ça qu'on vient voir. Faut qu'il y ait un peu de puissance, faut qu'il y ait un peu de prise de risque, un peu d'émotion, un peu d'histoire. Donc, moi, j'étais à fond, comme toi, debout. Et puis la fin très sympa, l'arrivée de Sonia Deville qui vient se foutre de sa tronche, qui s'en prend une. Et puis l'arrivée derrière de Ronda Rousey, effectivement, qui, alors tu l'as pas dit, mais il y a Sonia Deville qui lui fait, ah bah attends, j'ai mal au bras. Et t'as Ronda Rousey qui fait, bah pas de problème, je vais prendre l'autre. Et elle va pour lui mettre une clé de bras sur le deuxième bras, et c'est à ce moment-là que Charlotte Flair vient la tirer par la botte pour la sauver un peu du truc, quoi. Donc voilà. Donc super main event. Adoré le match et puis l'histoire se raconte bien avec les 4 du coup. Donc j'accroche. Ouais, très gros main event. Alors j'aime beaucoup un des moves de Naomi là que j'ai beaucoup aimé, c'est son bulldog où elle vient faire atterrir Charlotte Flair en fait sur le turnbuckle, sur le coussin du milieu. Ça fait un espèce de bulldog modifié Snake Eyes et j'ai trouvé que ça donnait un rendu visuel super sympa. Et vraiment, bah, tu vois, j'ai trouvé le match tellement bien que le match je l'ai vu samedi matin et en prévision de la review, je l'ai revu là en fin de matinée là. Et vraiment, le match est super. Enfin, tous les ingrédients sont là, quoi. Public, commentateur, catcheur, arbitre. Il y a pas un truc acheté. Tous les near falls, c'est ciselé, ça fait bondir le public. Au bout d'un moment, même les plus réticents, eh ben, on commence à y croire, à se dire, bah ouais, Alors, on commence à y croire, clairement. elle peut le faire, quoi. Elle peut le faire, quoi. Là, il y a peut-être d'autres trucs envisagés, qui sait. Alors, Et tout ça, juste, tu vois aussi, ouais. à un moment, tu parlais en play-by-play. À un moment, il y a Charlotte qui fait son moonsault arrière. Et puis, alors là, comme on le voit maintenant depuis quelques temps, l'adversaire arrive à s'enfuir. Donc, elle renchaîne avec un moonsault qui généralement tombe bien. Et là, on voit Naomi qui met les genoux et qui contre le deuxième moonsault. Enfin, c'était vraiment super sympa parce qu'on s'y attend pas. En plus, c'est bien fait. Enfin, non, vraiment, techniquement, c'était vraiment très, très agréable. Alors, donc du coup, ça a eu des conséquences puisque suite d'ailleurs à l'attaque, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, mais à l'attaque des Usos sur les Viking Raiders, il a été annoncé que les Usos affronteraient les Viking Raiders à Elimination Chamber. Et suite à l'attaque à la baston entre Naomi, Charlotte, Sonia et Ronda Rousey, il a été annoncé un tag team match Ronda Rousey Naomi versus Sonia Deville, Charlotte Flair. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, on va pas sacrifier à la tradition puisqu'on va vous donner notre top flop note de ce Friday Night SmackDown. On va vous donner l'avis de notre papy anti-Atemi qui a pensé dans le topic à nous mettre son avis de ce SmackDown. Alors, il nous explique. Le show redresse sa tête après un épisode qui avait été cata, en parlant de la semaine dernière. Ceci grâce à une écriture plus appliquée et un épisode mieux équilibré. Des fils bleus de partout. Son top, le fil bleu du titre féminin qui tient l'épisode et débouche sur une défense de titre honnête. Ouais. Flop, Insane. Sami fait ce qu'il peut, mais il est temps d'en finir. Note, un bon 3. Ça reste moins ouf que le show rouge, mais j'ai trouvé l'épisode plaisant avec notamment les séquences des titres mondiaux qui ont été travaillés. La division tag team qui poursuit son redressement. Même Corbin se remet à catcher, même si du coup ça nous le place pour Mania.
PS, il est annoncé comme invaincu, le Happy, c'est vrai. Préparez-vous à le voir enchaîner les victoires pour les 2 prochains mois. Oui, je confirme, mon papy. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer au fait de voir Happy Corbin gagner des matchs. Et toi, mon Géliel, c'est quoi ton top flop note de ce SmackDown? Alors, mon flop, c'est toute la partie. Putain, j'en ai deux d'un coup là, pendant que j'y pense. Non, je vais le mettre tu peux te faire plaisir, on est dimanche. Alors, on est dimanche, donc j'en profite. Je vais mettre un flop sur la partie Knoxville, Zayn. On sent que c'est passé là. Puis surtout ce qui nous annonce, on a vite envie de passer à autre chose. Et puis surtout, non, mon vrai flop, c'était par rapport au niveau. Pourtant, j'aimais bien la défendre, hein, mais au niveau de la low card. Alors, t'appelles ça mid-card, mais féminine, là où c'est absolument un peu impossible, quoi. Natalia fait tout ce qu'elle peut, mais Alia, c'est une catastrophe. Pas de force, pas de dynamique, pas de machin, très peu technique, du job en veux-tu, en voilà. Puis en enlevant la partie GRS, que je suis pas hyper fan du début, là. Donc, voilà, là, c'est vraiment mon flop. Top, pas de grosse surprise. Alors, je vais le mettre que à Naomi, comme ça, je te laisse un peu pour le main event, si tu veux. Qui a bien fait de pousser depuis tous ces mois pour demander des matchs et pour qu'on la voit in ring parce que quand elle y est, elle fait des choses très très sympas. Elle manquerait un peu plus d'énervement parce qu'on sent elle a un petit côté rigolo des fois, mais pour un peu d'épaisseur au personnage, mais c'est très bien. Et en plus, enfin, voilà, rien à dire, quoi. Vraiment super match. Et puis bien joué Naomi. Voilà. Et puis ma note, je mettrai un 3,5, donc je serai un peu plus généreux que Papy, parce que j'ai été très entertainé, comme j'aime à dire. Voilà. Ok, bon écoute, moi mon flop, je ne peux pas ne pas te rejoindre en fait, quoi, parce que vraiment c'était tellement pauvre, c'est Natalia Alia, et que je me dis que quitte à donner quelques minutes, il y a une profondeur de roster suffisante pour nous proposer autre chose que cette rivalité absolument rincée, de mauvaise qualité entre les cordes, et qui n'apportera et ne fera de toute façon rien du tout dans le futur. Donc ça sera certainement pas sur la carte de WrestleMania, un Alia versus Natalia, hein. À moins que d'ici là elle chope le titre. Enfin tu vois, enfin bon bref, là on est dans On du grand l'espère, n'importe on quoi, l'espère. du grand nawak. Donc laisse tomber. Donc vraiment ça c'est vraiment, je comprends pas qu'on donne du temps d'antenne comme ça. Pour moi, quand on a un show de 1h25 en temps effectif, il faut donner, faut que ça soit à fond, quoi. Il faut que tout ce qui soit présenté soit, et là, vraiment, c'est vraiment trop faible pour moi, quoi. Donc, et puis c'est pas comme si ça manquait de catcheurs et de catcheuses à la WWE, donc quand même, faut pas déconner, on peut nous proposer autre chose que ce piètre Ah oui. Natalia versus Alia, quoi. Euh, oui, sans surprise, mon top va aller bien sûr au main event dans son ensemble. Alors moi, je peux pas le donner à Naomi seulement parce que moi vraiment là vraiment je baignais dans mon jus parce que moi j'aime beaucoup Charlotte. Je suis tellement happy de voir le retour de Ronda Rousey. On l'occupe avec un programme là, avec un tag team match, etc. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça va permettre d'en voir un peu, mais pas trop. Et moi, c'est exactement ce que j'aime avant les matchs de WrestleMania. Donc, ça n'aurait eu aucun sens que limite dans ces quatre filles qu'il y en ait une dans la chambre ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et puis vraiment la grande surprise de ce match, le 20 minutes avec un très haut niveau de catch féminin. Et moi, ça me fait toujours super plaisir ça. Et j'aurais donné qu'un 3 s'il n'y avait pas eu pour moi l'énorme qualité de ce main event. Donc je vais mettre un 3,25. Voilà, un 25 de grappillé grâce à la qualité de ce main event. Voilà mon bon Géliel. Et bah écoute, on est arrivé, ainsi s'achève la fin de cette review de ce Friday Night SmackDown 1173. On va dire, pour finir, juste un dernier mot sur la carte, puisque la carte, il y a donc 7 matchs annoncés, sachant que il reste encore 2 weekly Un et Raw. que un Raw, un Et un SmackDown. Et sachant que en général, on est donc dans une base entre 9 et 12 matchs dans les pay-per-view d'Arabie Saoudite. On va rappeler la carte vite fait dans les matchs donc tag team match Ronda Rousey Naomi versus Sonya Deville, Charlotte Flair, un false count anywhere entre Drew McIntyre et Madcap Moss, SmackDown Tag Team Championship entre les Usos et les Viking Raiders, Raw Women's Championship entre Becky Lynch et Lita, Universal Championship, Roman Reigns et Goldberg. Raw Women's Championship, Elimination Chamber, Number One Contender Match,
Doudrop, Liv Morgan, Rhea Ripley, Nikki Ash, Bianca Belair et une invitée mystère, pardon. Et enfin, le WWE Championship Elimination Chamber Match, Bobby Lashley en champion qui va rentrer dans la chambre face à Brock Lesnar, à Seth Rollins, face à Austin Theory, Riddle et AJ Styles. Et bah écoute, on a 7 matchs, mon GDM, mais je sais pas ce que t'en penses. La carte, elle a de la gueule et on peut constater une bonne nouvelle qu'on avait déjà constatée à Crown Jewel, c'est que dorénavant, les pay-per-view de l'Arabie Saoudite font partie intégrante de la carte de la WWE. Le booking est donc adapté en conséquence. Et on se retrouve, en plus, à avoir quasiment presque un espèce de mini WrestleMania avant WrestleMania cette année. Parce que ça va se passer dans un stade full et avec de la pyro à gogo. Et au final, ils nous mettent une carte pas dégueu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et si je me souviens bien, aux Awards, Crown Jewel avait été très bien classé parmi les pay-per-view de l'année. Deuxième ou troisième, aux Awards Catch-up. Ouais, et a raison, parce que moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à le regarder, alors que d'habitude, j'y allais quand même souvent, et comme papy, un peu à reculons. Raté. Les Donc premières éditions. On peut dire que les premières éditions avaient été des catastrophes, quoi. Oui, bien sûr. N'oublions pas les Goldberg, Undertaker et autres joyeusetés. Hein, n'est-ce pas? Donc ils ont vraiment redressé la barre et ça fait des shows qui sont maintenant très sympas, qui s'inscrivent dans les arcs habituels. Donc ça c'est aussi très bien. Donc il n'y a pas de rupture comme on l'avait dit avec des choses qui sortent de nulle part. On n'aura pas forcément Mansour qui va gagner un match. Alors il y aura peut-être un match avec Mansour, mais en tout cas il viendra pas interférer dans les storylines. Ça sera l'invité surprise. Ça sera l'invité surprise du Contenders Match féminin. Exactement, donc ça c'est une bonne chose. Et puis autre chose que j'ai lu un petit peu, alors j'essaie de me tenir pas trop dans les dirt sheets, mais j'ai quand même vu qu'il y avait aussi la WWE qui avait mis un grand panneau avec Becky Lynch et Lita pour en Arabie Saoudite à Riyad. Et ça aussi, ça semble être aussi une espèce de bascule au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'approche et notamment du traitement des femmes en Arabie Saoudite via la WWE. Donc c'est une bonne chose. Voilà, beaucoup de choses qui évoluent. Il y a 7 matchs annoncés. Ouais. Il y a 7 matchs annoncés, il y a 3 matchs féminins. Et dont un match dans l'Elimination Chamber. Hein. Donc vraiment, on en a parlé avec le patron pendant la review de Monday Night Raw de cette semaine. Il y a vraiment une évolution au fil des années incroyable vis-à-vis des femmes en Arabie Saoudite. Et ça, on peut le mettre au crédit de la WWE quand même. Bah, on est passé d'un truc où on sentait que Vince faisait plaisir à la Prince avec plein de pétrodollars, grâce aux pétrodollars. Maintenant, on sent qu'il y a quand même la vraie volonté de maintenir un niveau. Alors peut-être que c'est la AEW aussi qui a aidé tout ça. En tout cas, il y a une vraie volonté de maintenir un vrai niveau, de proposer un show de qualité qui s'inscrit dans les feux habituels. Enfin, on peut être que content. Enfin, moi, je le suis en tout cas. Ouais, il y a déjà, à travers ces 7 matchs, on a déjà une idée d'une sacrée carte. Ça va péter dans tous les sens, donc ça devrait être plutôt sympa. Et on n'y est pas encore tout à fait, ça se passera le week-end prochain. Et pour vous relater toute cette route de Elimination Chamber, puis ensuite vers WrestleMania, écoutez, pour nous rejoindre, c'est simple, pour rejoindre la communauté Catch-up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, ainsi que sur les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha, et j'en ai oublié un, je crois, à chaque fois, mais je ne sais pas lequel. Donc, c'est pas bien grave, il m'en voudra pas. Les réseaux sociaux. Le principal. Instagram, Facebook et Twitter. Le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team gériatrique of the day, l'Archange Géliel. Merci, mon Archange, pour ton analyse fine du monde merveilleux du show bleu. Merci tonton, merci à tous. J'espère que vous allez apprécier la review. N'hésitez pas à nous dire, hein, il me semble qu'on est quand même très juste et très fin dans notre analyse, mais n'hésitez pas, s'il y a la marge, il y a quelques petites choses ou des grosses conneries qu'on dit, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires également. Voilà, peuple de catch-up, ainsi s'achève cette review du Friday Night SmackDown du 11 février 2022, en ligne
si vous êtes un pas encore tout à fait à jour, il y a plein de trucs comme d'habitude. Bah, évidemment, vous avez le Monday Night Raw, on en a parlé tout à l'heure, avec le patron de cette semaine. Vous pouvez retrouver aussi, si vous êtes vraiment pas à jour, l'analyse du Royal Rumble 2022 qui a fait un carton et le rétro catch-up de notre Royal Rumble 1992 et puis plein de trucs. Il y a encore les comptoirs du catch qui sont là si vous voulez à dispo là sur les femmes de la WWE ou sur la All Elite Wrestling. Bref, on est complet. On se retrouve la semaine prochaine pour la Road to Elimination Chamber. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. On vous fait des bridging O'Connor roll. Salut Géliel. Salut tonton et salut à tous. Et salut peuple à la catch. Goldberg, faut qu'il retourne sur les greens, quoi. C'est là qu'il a sa place, lui. Ah, et encore, hein, pour se masser la balle, est-ce que ça marche encore? Je suis même pas sûr. Ça fait... C'est comme Mitterrand dans les Guignols quand il arrivait.